Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul pour le dernier rendez-vous de la semaine. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la France. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'actualité internationale? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux pays, un sur le continent africain et un dans le Moyen-Orient, donc l'Algérie et le Liban. En Algérie, où jeudi dernier, on a eu les résultats de l'élection présidentielle. C'est un ancien apparatchik du régime qui s'appelle Abdelmadjid Tebboune, 74 ans, qui a été élu au premier tour. Président de la République de l'Algérie, avec environ 58,5% des suffrages. Alors, il faut déjà savoir que de toute l'histoire contemporaine de l'Algérie, c'est l'élection où le taux d'abstention a été le plus élevé. Plus de 80% d'Algériens ne se sont pas déplacés pour aller à ces urnes. Pourtant, et pour quelle raison? Tout simplement parce que l'Algérie a entamé la 34e semaine consécutive de contestation populaire. Contestation pacifique. De contestation pacifique populaire. Les Algériens n'ont cessé de demander un changement total de régime. Et donc, pour eux, ils estimaient que les 5 candidats qui avaient été choisis par l'administration pour briguer le mandat de président de la République en remplacement d'Abdelaziz Bouteflika qui était démissionnaire, ils estimaient que ces 5 personnalités politiques-là, qui étaient bien connues des Algériens, ces personnalités-là n'incarnaient pas suffisamment le changement et étaient plutôt perçus comme étant des prolongements du système actuel, système qu'ils voudraient justement voir balayer. Abdelmadjid Tebboune, c'est un ancien ministre, plusieurs fois préfet, ancien également Premier ministre en 2017. Il l'avait été pendant 2 mois et 21 jours. C'est celui qui a donc eu le mandat le plus court comme Premier ministre. Il avait été démis de ses fonctions à la suite, semble-t-il, de la position qu'il avait prise vis-à-vis de certains oligarques algériens, notamment des hommes d'affaires qui sont réunis dans la puissante confédération du patronat algérien, confédération dont les entreprises géraient un certain nombre de projets, notamment dans les bâtiments. Et donc, le projet le plus emblématique était celui de la construction de la nouvelle mosquée d'Alger, projet pour lequel il y avait eu énormément de retard et pour lequel l'État avait dégagé plusieurs milliards de dollars. Et donc, à la suite de la saisine de Abdelmadjid Tebboune de la part de certaines entreprises qui font partie de ce conglomérat-là, il avait été démis sur, semble-t-il, le soutien, je dirais pas le soutien, mais disons sur l'influence que Saïd Bouteflika, le frère d'Abdelaziz, avait justement sur le président. C'était celui que l'on appelait le régent. Et donc celui-ci, voyant très mal cette position d'Abdelmadjid Tebboune-là, l'avait limogé. Et donc, à la suite de cela, il va connaître une traversée du désert, mais il va y avoir une petite, disons que son aura va être la première fois, un homme politique s'attaquait de manière frontale à ceux qu'ils considéraient comme ceux qui sont à l'origine de la destruction du pays, la destruction économique du pays. Malheureusement pour eux, quelques semaines plus tard, lorsqu'Abdelaziz Bouteflika va décider de briguer un 5e mandat, il va être l'une des premières personnalités à ouvertement le soutenir dans cette tentative dont on connaît l'issue. L'issue, ça a été l'origine de la contestation qui va entraîner le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement? Il n'est pas apprécié des populations. Il n'est pas apprécié des Algériens, c'est ça justement, parce que les manifestations n'ont pas cessé. Aujourd'hui, il va y avoir une 36e semaine consécutive de manifestations. Les Algériens, ceux qui sont dans la contestation qu'on appelle déjà le mouvement Ouira, ce mouvement-là, justement, avait demandé aux Algériens de ne pas aller voter parce qu'ils considéraient que ces 5 personnalités-là n'étaient que le prolongement du système actuel qu'ils combattaient. Donc ça, c'est la première chose. Donc il souffre de ce déficit de légitimité-là. Donc il essaye de répondre, il essaie de répondre aux revendications, semble-t-il, légitimes des Algériens. Donc plus de justice sociale, lutte contre la corruption, relance économique, plus de justice sociale, etc. Donc, mais pour eux, ils considèrent que tout ça ne sont que des discours, puisque
tant que le système en lui-même sera toujours en place, et bien pour eux, il est clair que lui, il ne pourra rien faire parce qu'il n'aura pas véritablement les coudées franches. Alors, sur le plan de la politique internationale, il a d'ores et déjà fait savoir qu'il avait l'intention de discuter avec l'ensemble de ses voisins. Quand quand un chef d'État algérien dit l'ensemble, on regarde plus le Maroc parce qu'il faut savoir que, notamment sur le problème du Sahara occidental, l'Algérie et le Maroc se disputent, non pas la souveraineté, disons que le Maroc revendique la souveraineté sur ce territoire, alors que l'Algérie combat fortement, soutient le Front Polisario, qui est pour l'indépendance de cette partie de l'Afrique du Nord. Là. Donc, ces deux pays-là n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis de nombreuses années. L'Algérie et le Maroc. L'Algérie et le Maroc, qui partagent une frontière commune. Et donc, le fait que lui décide, enfin, le fait qu'il dise qu'il veut discuter avec tous les voisins, comme je le disais, on va plus regarder l'attitude des autorités marocaines et voir comment elles vont justement comment est-ce qu'elles vont répondre à cette main tendue lancée par Abdelmadjid Tebboune. Et donc ça, c'est de manière globale sur la politique internationale. Mais la contestation demeure. Les Algériens dans les grandes villes, Alger, Oran, continuent de manifester et eux, ils appellent à l'organisation d'une autre élection présidentielle. Mais avant que cette élection présidentielle ne soit organisée, ils demandent justement que l'ensemble de ceux qui considèrent comme étant les piliers de ce système-là soient tout simplement balayés, comme ce fut le cas pour Abdelaziz Bouteflika, son frère Saïd et d'autres personnalités qui sont liées, que les Algériens considèrent comme étant liées à ce système-là. Et puis, il ne faut pas aussi oublier qu'Abdelmadjid Tebboune a aussi une espèce de pierre dans sa chaussure, en la personne d'Alik, son fils, de Khalid, pardon, son fils, Khalid, qui est en détention provisoire en ce moment en Algérie, et donc qui est inculpé, qui est soupçonné d'avoir participé à des blanchiments d'argent, à une opération de blanchiment d'argent d'une part, et à une autre opération de trafic de stupéfiants. Il faut savoir qu'au mois de septembre 2018, 701 kilos de cocaïne avaient été interceptés par la douane au port d'Oran. Et donc, c'est cette interception de cocaïne qui avait été à l'origine du limogeage d'un certain nombre de personnalités à la tête de forces de sécurité et de défense. Et donc, le nom de son fils, Khalid, donc, avait été cité dans cette affaire-là. Donc, évidemment, tout ça est venu quelque peu fracturer ou bien mettre à mal l'image de profondeur de destructeurs, de pourfendeurs de, comment dirais-je, de voleurs ou de personnalités qui sont à l'origine de détournement de fonds. Ça, c'est ce qui concerne l'Algérie. Par contre, pour le Liban, après plusieurs semaines de négociations, de discussions, le président Michel Aoun a décidé il a nommé hier soir un successeur à Rafik Hariri, qui avait été démissionnaire en avril dernier, à la suite de contestations aussi populaires à l'image de ce qu'on ne peut observer en Algérie. Alors, Hassan Diab a été choisi par le président Michel Aoun. Alors, c'est une personnalité qui est également connue des Libanais, ancien ministre de l'Éducation entre 2001 et 2004. C'est quelqu'un c'est un universitaire. C'est quelqu'un qui a reçu le soutien du Hezbollah et de ses alliés, mais pas le soutien du parti de Rafik Hariri, de Saïd Hariri, pardon, parce que Saïd Hariri estime que, évidemment, certainement, ce qu'il a souhaité, ce qu'il a demandé en termes de deal peut-être à ce nouveau Premier ministre, là, il ne l'aura pas obtenu. Il faut savoir que le Hezbollah est l'une des forces incontournables et sinon même la plus grande force politique du Liban. Et donc, c'est grâce au Hezbollah et à ses alliés que Hassan Diab a pu être nommé par Michel Aoun. Maintenant, lui aussi, il aura évidemment beaucoup de difficultés parce qu'il ne faut pas oublier que le Liban a déjà fait face à une grave crise économique et cette crise s'est encore empirée pour deux raisons. La première, c'est la guerre en Syrie. Il faut savoir que la Syrie constituait
le premier partenaire économique du Liban. Le Liban dépendait dans beaucoup de domaines de la Syrie, mais depuis que le système en Syrie s'est effondré en raison de la guerre économique qui dure déjà depuis 5 ans, le Liban a énormément eu de mal à faire face à cette situation. Et donc, à cela, cette dégradation des échanges commerciaux avec la Syrie a entraîné une dégradation de la situation économique du Liban. Et cette situation a encore empiré depuis ces 3 ou 4 dernières semaines où régulièrement on assiste à des manifestations parfois particulièrement violentes où des magasins sont dégradés dans le centre-ville de Beyrouth. Et donc Hassan Diab a 2 missions. La première, c'est déjà calmer les contestations, mettre fin aux contestations en essayant de discuter avec ceux qui peuvent émerger comme étant les leaders de ces contestations-là et trouver un accord. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est rapidement relancer l'économie libanaise. Déjà, cette économie-là est extrêmement fragile. Et donc, cette fragilité-là est encore accentuée par la situation sécuritaire qui est particulièrement instable. Je parle de la Syrie. Et il ne faut pas aussi oublier que le Liban est situé dans une zone, notamment dans le Proche et Moyen-Orient, qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, entre la Syrie, avec l'Irak, avec ce qui se passe également en Turquie. Donc, tout ça fait que, évidemment, ça impacte fortement sur le Liban. Et donc, ça ne va pas être particulièrement facile au regard de tout ce que j'ai pu décrire là. Mais, évidemment, avec le soutien de l'ensemble de la classe politique, qui, malheureusement, dans sa grande majorité aussi, est contestée par les masses populaires, comme c'est le cas en Algérie. Et donc, c'est tout ça qui va faire que lui aussi il aura particulièrement des difficultés à mettre en œuvre sa politique, d'autant plus qu'il ne bénéficie pas du soutien de l'ensemble des forces politiques du Liban, je l'ai dit. Saïd Hariri n'a pas soutenu le président Michel Aoun dans le choix d'Hassan Diab. Et donc, tout ça, ça nous laisse présager encore des lendemains particulièrement difficiles. On va voir ce que la rue va décider. D'ores et déjà, il n'y a pas eu une accalmie au niveau des contestations. Au contraire, celle-ci continue de plus belle. Mais on espère que peut-être qu'avec le discours d'Hassan Diab, qui est une personnalité qui n'est pas fortement écornée, qui n'est pas inculpée dans des affaires ou qui n'a jamais fait l'objet d'une quelconque accusation de corruption et autres. Donc tout ça, on espère que ça pourra jouer en sa faveur et lui permettre au moins de pouvoir soit ramener la sérénité et la confiance et pouvoir peut-être essayer de mettre en place un gouvernement qui va s'atteler dans les plus brefs délais à relancer la machine économique libanaise. Jean-Paul, il y a de nouvelles informations concernant la destitution de Donald Trump. Oui, concernant la destitution, l'acte d'accusation va être évidemment présenté bientôt là par la Chambre des représentants, il ne faut pas l'oublier. C'est la Chambre des représentants qui mène son enquête. Les enquêtes ont déjà abouti puisqu'il y a eu des auditions même parlementaires qui ont été des auditions publiques. Donc on a les démocrates qui sont majoritaires à la Chambre des représentants ont terminé leurs auditions, ils ont terminé leurs enquêtes et ils ont défini l'acte d'accusation qui est à l'origine du déclenchement de la procédure d'impeachment qui ne sera pas faite au niveau de la Chambre des représentants, mais qui se fait au niveau du Sénat. Malheureusement pour eux, on le sait, il y a très peu de chances que cette procédure d'impeachment soit déclenchée au niveau du Sénat parce que les républicains sont majoritaires là-bas. Et évidemment, Donald Trump tient bon le parti puisque la plupart des élus républicains restent farouchement opposés à une procédure de destitution et donc soutiennent Donald Trump. D'autant plus qu'on est à quelques semaines d'autres élections à mi-mandat et donc ces élus républicains-là ont besoin au moins soit du soutien de Donald Trump, soit du soutien de son électorat qui reste stable et qui reste particulièrement fidèle à Donald Trump. Et donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas se passer, surtout en cette période de Donald Trump. Et donc, à mon avis, il n'y a quasiment aucune chance déjà que l'acte d'accusation... Est-ce qu'un président a déjà été destitué aux États-Unis? Non. Depuis la mort de Kennedy? Non. Même pas depuis la mort de Kennedy, depuis le début de l'histoire des États-Unis. Il y a déjà eu des procédures d'impeachment. La seule qui allait aboutir, c'était celle en 1974 contre Richard Nixon. Mais celle-ci n'a pas pu aboutir puisque Richard Nixon avait démissionné avant que cette procédure-là... L'affaire Watergate. Oui, à cause de l'affaire Watergate. Donc, jamais une procédure d'impeachment n'a abouti. Et donc, on n'a jamais destitué un président américain. Merci Jean-Paul est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio, la plus de la
la capitale. Restez connectés sur les 104.5, on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.